Bonjour, bonsoir à tous, je suis... j'ai un trou. En tout cas, vous êtes bien sur le Morio Show. En cette soirée du 26 octobre 2021, nous sommes en compagnie d'Evan. Bonsoir Evan. Evan. Ah, il semblerait qu'on ait un petit problème avec notre invité, je crois. Non, je parle de toi, on n'a pas d'invité ce soir. Comment ça? Enfin bref, puisque nous sommes ensemble pour parler d'un manga qu'on adore, JoJo's Bizarre Adventure. Tout à fait, et plus précisément la partie 8, JoJo Lion. Mais au fait, Jérôme, d'habitude, tu énonces fièrement ton nom dans ton intro, non? Jérôme? Non mais il n'y a pas d'invité. Non mais c'est ton nom, c'est toi, Jérôme FZ. Bon, il semblerait qu'on ait des petits problèmes d'amnésie, et ça tombe bien puisque c'est aussi le cas de notre JoJo de la partie 8, Josuke Higashikata. Ah... Qu'est-ce que je fais là? Ah, un homme nu qui sort de la terre. Hein? Qui es-tu? Qui suis-je? Ah, mais tu fais comme dans JoJo Lion, la 8ème partie de JoJo's Bizarre Adventure, le personnage amnésique, quoi. Ah ouais, mais moi je regarde l'animé, alors je suis pas rendu là en fait, mais ça se passe encore à Morio, c'est ça? Oui, on retrouve la ville de Morio, mais en 2011. Alors elle ressemble pas exactement à ce qu'elle est dans la partie 4, hein, car l'histoire débute après un tremblement de terre, comme il peut y en avoir au Japon d'ailleurs, mais suffisamment fort pour modifier la topographie de la ville. Ouais, tu parles beaucoup toi, hein. Oh, attends, je veux te tirer de là. Merci. Et du coup, le personnage principal, c'est un Jojo amnésique. Il va essayer de retrouver la mémoire. Et bah ouais, il va partir à la recherche de son identité, puis il va se faire adopter dans la famille Higashikata, célèbre pour son commerce de fruits de luxe. C'est le père de famille qui va le nommer Josuke en fait. Oui, la mémoire me revient. C'est Josuke qui va devoir affronter des hommes rochers, des humains dont l'organisme est composé surtout de silicium, de roche quoi. Et ils veulent quoi à la base eux déjà? Alors j'ai pas tout compris, mais je sais qu'un certain fruit aux propriétés étranges est convoité par de nombreuses personnes, dont les hommes rochers. Ce fruit serait la clé pour mieux comprendre le mystère sur l'amnésie de Josuke. Et puis il y a Yasuo, c'est un petit peu comme la copine de Josuke, et elle l'aide, enfin sa copine, pas vraiment, parce qu'en fait elle le suit, mais bon, hein, c'est un Jojo assez expressif, et puis après tout... C'est compliqué, hein. C'est peut-être pour ça que je suis aussi paumé là. Bon, tu sais, c'est quand même 10 ans d'écriture Jojo Lion. Hirohiko Araki a commencé en 2011, et le dernier tome est sorti en France en août dernier, avec une narration qui s'étale donc sur 27 tomes. Bon allez, tu vas pas rester 10 ans à poil, je te ramène en ville. Eh mais, attends, entre tes jambes, il y en a 4. Le Morio Show. Morio Show. Alors Jojo Lion, on y est. Enfin, la Enfin. 8ème partie, ouais, au bout de ce cycle de review de Jojo. On est passé par toutes les parties. Malheureusement, la partie 1 est perdue dans les limbes suite à un manque d'enregistrement du live. Mais voilà, là, on est là pour la 8ème partie. Et puis, comme on vous l'avait déjà dit dans les émissions précédentes, hein, on attend de pied ferme, de 1, l'adaptation animée de Stone Ocean qui arrive en décembre. Et puis, bien sûr, la partie 9 qui a été annoncée. Donc on essaiera de suivre ça ensemble. Alors, pour rester sur la partie 8, hein, des ressentis un peu mitigés de notre part, pour une fois, un peu moins fanatiques, cette fois-ci, je pense, vont être nos avis. Hein, on a ce ressenti un peu bizarre au départ, hein, Jérôme. Ouais, d'ailleurs, si juste les gens peuvent s'être rendus compte des petites bulles que tu as rajoutées sur les transitions Mario Show, parce que ça n'a pas de valeur, ce sens du détail. Mais ouais, alors les ressentis de départ, donc moi j'avais enchaîné juste après la fin de Steel Ball Run, et en effet, alors c'est trop particulier, parce que
On est un petit peu perdu. Bah, après, c'est voilà, ce que je dis là, c'est exactement ce qui se passe pour le personnage principal qui est amnésique. Mais pour le coup, même si c'est bien retranscrit cette impression-là, bah, ça fait que ça reste un petit peu tout au long de l'œuvre. Et que là où un personnage amnésique qui est un peu perdu, bah, ça pose pas de problème normalement en narration. Là, nous-mêmes, en tant que lecteurs, on le ressent. Et du coup, on met beaucoup de temps à se poser des questions concernant les objectifs des personnages et des vrais Hmm. antagonistes, ce genre de choses. Oui, oui, bah en fait, c'est ce que tu disais, c'est qu'il manque de choses marquantes, un peu plus marquantes d'un point de vue émotionnel, en fait, dans la partie. Alors, ne nous méprenons pas, hein, en fait, ça reste toujours agréable à lire, hein, et on va y revenir aussi, mais c'est vrai que c'est tous ces concepts nuancés, en fait, où chaque personnage, chaque notion, chaque concept est beaucoup plus nuancé. Et il y a beaucoup moins de choses vraiment tranchées pour dire voilà, là on prend parti, là on s'identifie, là on. C'est pour ça que ouais, moi personnellement, dans tout cette. Il y a quand même pas mal de personnages, hein, dans toute cette diaspora de personnages, j'ai eu du mal à comprendre les objectifs en fait de certains et à savoir vraiment de quel côté ils étaient vis-à-vis de l'intrigue. Et intrigue qui elle-même met du temps à s'installer et pareil, est beaucoup moins clair. C'est-à-dire on n'a pas l'objectif d'un coup d'aller dans un pays donné comme dans la partie 3 ou alors l'objectif d'aller vaincre des créatures en particulier ou un vampire comme dans la partie 1 et 2 ou même dans Steel Ball Run hein, qui était très c'était redevenu très frontal avec voilà la course et puis mais là ouais on a quand même ce truc là quoi. Ouais, donc c'est très réaliste en soi. C'est très réaliste et donc du coup tout est nuancé, ce qui fait que Araki est arrivé à un tel point de réalisme que euh, bah, en fait on peine à retrouver des codes de narration qui sont plus classiques et qui permettent de donner des balises un petit peu au lecteur. Hmm. Mais heureusement, il n'y a pas que du mauvais, hein. Déjà, rien qu'au niveau des personnages, parce que on a notamment bah, un bon casting féminin avec des rôles qui sont plus marqués. Ah oui, il y a donc le Josuke Higashikata, hein, qui est le huitième Jojo, mais il est toujours accompagné, enfin plus ou moins accompagné de près ou de loin, puisque d'un point de vue géographique, ils vont être séparés assez longtemps, mais il va y avoir Yasuo, donc voilà, on peut dire un peu le deuxième personnage principal de la partie, et donc c'est elle qui découvre Josuke au tout début du manga, et qui le sort enfin voilà, qui le découvre alors qu'il est devenu amnésique et on sait pas trop ce qu'il fait là sur une colline qui s'est formée à cause d'un tremblement de terre. Enfin, voilà, il y a tout un mélange de mystères. Et puis elle va un petit peu être finalement, je dirais, une forme d'analogie du lecteur aussi, quoi. C'est-à-dire une personne qui parce que plus que rechercher ses propres secrets, ses propres mystères, c'est en fait connaître les mystères et le passé de Josuke d'un point de vue extérieur aussi, quoi. Et c'est aussi son rôle, je pense. Et on n'a pas donc que ce personnage-là féminin qui va être important. On a beaucoup d'emphase au niveau des mères. On a Ouais. beaucoup de mères qui sont présentes. Mm. On a un retour bah voilà, d'une mère qui ressemble un petit peu au personnage de Holly dans la partie 3 qu'il va falloir essayer de soigner. Voilà. Mais ça va être retourné un petit peu de manière totalement différente parce que voilà, les mères ont des objectifs bien plus actifs dans l'histoire de Jojo Lion. Et donc, ça permet vraiment d'avoir un peu plus de diversité. On avait déjà, avec la partie 7, on avait Lucie, qui était quand même bien active. Mm. Mais là, on a plus qu'un seul personnage féminin assez actif,
mais beaucoup plus. Donc ça, c'est vraiment cool. Et puis on a aussi on a des personnages qui sont comment dire, on a encore d'autres archétypes. On en retrouve notamment l'archétype de l'enfant Hmm. chez Tsurugi. Ouais, l'enfant fort, en fait, on l'a déjà vu chez Ayato dans la partie 4 et Emporio dans la partie 6. Et donc là, c'est quand même assez différent, mais on a cet enfant qui... et là, je voulais dire justement par rapport autant les mères que ce Tsurugi, il y a un équilibre au niveau des stands, puisque chacun a vraiment un stand et sait l'utiliser, quoi. Et ça change, c'est pas un stand passif comme Hermit Purple qu'il y a un peu chez tout le monde, chez les Joestar avant Jotaro. Eh bien, Tsurugi a son. Donc, c'est l'enfant qui maîtrise son stand et qui va s'en servir de nombreuses fois. Enfin, pour moi, je crois que c'est l'un des stands les plus utilisés dans Jojo Lion Mhm. après ceux des personnages vraiment principaux, quoi. Et pareil pour les mères, donc la mère de Tsurugi aussi, qui est importante, mais aussi sa grand-mère, du coup, parce que Tsurugi, donc c'est le dernier, l'enfant de la famille Higashikata, enfin, donc en fait l'enfant de deuxième génération. Et, euh, et donc, voilà, ils ont tous dans la famille, ils maîtrisent tous leur stand, en fait. C'est ça qui est intéressant aussi. Hmm. Alors, il y a une pensée là qui est pas dans notre fil, mais qu'il faut absolument que je sorte, qui m'est ressorti là pendant que tu parlais. C'est il y a un fil rouge qui est du coup qui est présent pendant toutes les parties Hmm. de JoJo. On n'en a jamais peut-être vraiment parlé, mais vu qu'on parlait des personnages féminins, là c'est le moment. C'est le côté perversité d'Araki. Genre, côté pervers d'Araki ou côté perversité des humains, ou je sais pas, il y a un truc avec autour des personnages féminins. Si tu regardes bien, chaque partie, il y a eu un moment de perversité autour du corps féminin. Ouais. Que ce soit partie 1 dès le début avec, tu sais, les thugs là, qui Oui. agressent Erina et qui sont en mode, ouais, on va regarder sous la poupée et tout, Oui. machin. T'as partie 2, le fameux Nice Oui, oui, avec oui. Joseph. Partie 3, t'as le truc avec le viol du singe là, à moitié presque. Hmm. Euh, partie 4, t'as le moment avec mince, la fille qui a Love Deluxe en stand. J'ai oublié son nom. Yukako. Yukako, je l'oublie toujours son nom, et qui se Fan. fait palper les seins par Cinderella. Euh, T'as partie 5, le moment avec Trish et Mista ou Fugo qui arrive sur les seins de Trish. Hmm. Euh, Partie 6, je sais plus trop, mais il y a dû avoir, vu le nombre de personnages féminins Ouais. qu'on a. Ouais, bah, partie Euh, 6, excuse-moi. oui. Oui. Partie 7, on a tout le moment de perversité avec l'abus sexuel de Lucie. Enfin, c'était assez horrible, hein. Hmm. Voilà. Et parce qu'elle a 14 ans. Et surtout. Encore. Ouais. Et là, partie 8, il y a tout un truc autour des seins. Ouais. Alors, Tu en vois? fait, c'est une sacrée anthologie que tu viens de faire, mais Ouais. en fait, t'as dit des choses On va peut-être pas trop développer ce point-là, mais t'as dit des choses qui appartiennent à différentes catégories, je dirais. C'est-à-dire qu'il y a effectivement le côté très vicieux de certains personnages qui sont en général des antagonistes ou des sortes de sbires ou Mm. personnages euh, ultra secondaires mais vraiment malsains qui sont juste là pour dépeindre une face vraiment vicieuse de l'humanité. Et et il y a aussi des choses qui sont de l'ordre du shonen gag, Ouais. donc les codes un petit peu shonen de on rigole un petit peu avec des situations gênantes. Et, euh, et là, pour ce qui est de la partie 8, ben je sais pas trop, je vois pas trop ce que tu veux dire. Bah, tu sais, c'est le truc de chez les Gashikata, les filles ont des gros seins jusqu'à 16 ans et après ça diminue.
Et il y a ce truc-là, il y a une emphase aussi sur Daya qui compare, qui demande si ses seins sont plus gros que ceux de Yasuo. Il y a tout ce truc-là. Oui, c'est vrai. Et, et là, c'est pas vraiment de l'antagonisme, c'est Non. pas. Voilà. Et en plus, on est dans le full seinen, quoi. Donc, c'est plus les codes du shonen. Non, ouais. Et en plus, même Steel Ball Run, par extension, à partir de ces moments-là, c'était déjà dans l'Ultra Jump. Oui, Donc, oui. Oui, non, mais bien sûr. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de volonté d'Araki de parler de ça malgré tout, en fait. Et justement, pas d'en parler de manière. Bah, justement, pas d'en parler de manière perverse au premier degré, justement, mais au contraire, de faire une sorte d'évocation de tout ça parce que ben, c'est ce qui existe aussi dans la réalité, en fait, finalement. C'est des mm, interrogations que tout le monde a et là, qui cette fois sont. Bah, moi, en tout cas, j'ai l'impression que ça n'a plus rien à voir avec justement le shonen gag que je disais tout à l'heure, ou plus rien à mhm. voir avec le côté gênant, un peu éhonté ou quoi. C'est clairement frontal, bah, mature en fait. C'est une forme de maturité dans la façon de présenter les choses. Ouais. Mais toujours avec voilà, un petit semblant de, de- C'est selon le lecteur en fait, je pense aussi. Mm. Donc là, tu vois, je pense qu'on a fait une Jojo Lion, c'est-à-dire que on a arrêté notre fil de thématiques, de conversation pour parler du corps féminin. Voilà, Exactement. c'est ce qui s'est passé. Et les auditeurs étaient paumés. Et bien, pour revenir un petit peu sur le fil, et on parlait du corps, et ben on peut parler des graphismes un petit peu, du style esthétique qui évolue encore. Bah, c'est beau quoi. Ça, c'est magnifique. Ouais. Et, euh, et pour une fois, enfin, euh, là, c'est sûr, hein, c'est toujours le style hein, d'Araki qui continue toujours à se peaufiner, à évoluer au fil des parties. Et on est encore très proche on est proche de la partie précédente parce qu'il y a quand même un moment où il va se dire qu'il est satisfait peut-être aussi de son évolution et qu'à un moment il va peut-être pas forcément aller plus loin. C'est une question qui peut se poser. Mais par contre, moi ce que je retiens, c'est parfois un bon temps de travail, à mon avis, qu'il a dû passer sur certaines expressions faciales très poussées, très subtiles, en fait. C'est-à-dire, avec énormément de nuances, on s'éloigne énormément de l'expressivité codifiée des mangas, en fait. On va maintenant vraiment dans des peintures de visage de plus en plus détaillées et nuancées, encore une fois. Exactement. C'est de plus en plus beau. Alors moi, je suis pas forcément d'accord avec toi sur le fait que qu'il va arrêter, qu'il va être Ah, c'est une satisfait. question, hein, c'est... Moi, je pense que c'est un peu comme chaque artiste. Ils vont jamais Oui. s'arrêter là. Et surtout, Araki, toute sa vie, ça a été je vais plus loin, je fais autre chose. Et il va faire autre chose. Peut-être que la partie 9, ce sera un style bien Ouais, différent. bah, ça On serait n'en sait rien. intéressant. Ouais, et en effet, il y a un côté réaliste très. C'est toujours un peu mannequin, mais moins poussé dans les poses. Il y a un peu moins d'excentricité. C'est peut-être un peu plus moderne, je pense, dans le côté fashion. À mon avis, Hmm. c'est le ressenti que j'ai. Et puis. Ouais, des traits plus fins, plus détaillés, ça devient tellement fin que il parle de certaines choses qui sont infiniment petites à un moment plus tard Oui, vers la fin de Jojo Lion, donc ça correspond bien à son style actuel. oui, bah, on se dit qu'en 10 ans d'écriture, si le dessin le passionnait pas, ce serait vraiment bête, quoi, Ouais. vu ce qui nous sort. Et bah, je pense qu'il est temps de parler un peu bah, voilà, de la narration, des thématiques. Mhm. On est très axé sur le passé, toujours comme pour Steel Ball Run. Il y a beaucoup de choses qui reviennent.
Euh, et notamment le fait que le personnage ait le même nom que le protagoniste de la partie 4, c'est quand Oui. même déjà un bon indicateur. Ouais, on l'avait déjà dans Steel Ball Run, des correspondances de noms. Et ça continue puisque on est encore sur un jeu de généalogie familiale, là, surtout avec la famille Gashikata. Déjà, la famille Gashikata dans Jojo Lion, c'est une famille nombreuse. Euh, voilà, il y a un grand frère, un aîné, une aînée, un cadet, une cadette. Voilà, enfin, c'est plus le père, la mère, l'épouse de l'aîné et Tsurugi, donc le dernier qui est en fait l'aîné de la famille Geshikata. Et donc voilà, déjà ça fait une famille nombreuse au présent même. Et puis en fait on apprend au fur et à mesure derrière un peu ce qu'il y a derrière, d'où ça vient, tout ça. Et notamment pour ceux qui ont lu Steel Ball Run, à un moment, il y a évocation d'un certain Norisuke Higashikata, Ouais. qui est un japonais. Et voilà, donc là, on a une descendance de ce côté-là. Et puis, voilà, donc c'est tout le. En dehors de la famille, il y a encore d'autres noms de personnages connus qui vont être plus ou moins mélangés. Et voilà, c'est toujours aussi ça le côté perturbant. On se dit, ah, mais pourquoi il a donné ce nom-là à tel personnage alors que c'est un nom qui existait déjà avant? Et voilà, bon, c'est une sorte de Morio complètement rebooté en fait, complètement. Voilà, les cartes ont été rebattues et on a redistribué les noms un petit peu. Il y a un petit peu de ça. Mais en même temps, il y a toujours un sens derrière, je pense, chaque nom. Ils sont pas donnés au hasard, en fait, non plus. Et Mhm. puis, toi, ce qui t'intéressait particulièrement, c'était la place que les différents lieux et points d'intérêt de la ville de Morio avaient dans l'histoire, en fait. Oui, alors je reviens juste sur le fait que en termes de nom de personnage, c'est vrai que c'est un vrai puzzle. Hmm. Et ça m'embête un peu par contre, parce que même si c'est cool quand tu as lu avant d'essayer de te dire ah c'est marrant, il a ça, 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 mais en fait tu te rattaches tout le temps parce qu'il y a tellement de personnages qui ont des noms mélangés avec des Oui, anciens que du coup tu te rattaches aux parties précédentes. oui, c'est T'as ça. pas Et l'impression que c'est une partie en soi. c'est C'est ça qui est perturbant, du dommage. coup. Ouais. Mais par contre, il fait des choses qui sont bien meilleures que dans des parties précédentes, notamment au niveau, justement, tu as transitionné là-dessus, de Morio, la ville qu'on connaît, mais cette fois-ci, on la connaît bien plus en profondeur parce que à l'époque où on était sur du shonen sur la partie 4, Morio, il y avait une volonté quand même de faire exister la ville, mais ils ne pouvaient pas développer autant parce qu'il faut un espèce de rythme au niveau du shonen. Et donc, c'était plutôt des points d'intérêt dans la ville, euh, Et plus des qu'autre points chose. d'intérêt basiques, d'ailleurs, du style le commerce à glace, la gare, les choses un peu comme ça. Le port, Ouais, enfin. voilà. Et par exemple on peut avoir un épisode sur le restaurant, mais au final, bon, après, on ne verra pas trop ce truc-là. Mais par exemple, c'est là que la gare, on la voit plusieurs fois, mais ça n'a rien à faire avec l'histoire, c'est juste qu'il passe ici et que des fois, il se passe des choses là. Euh, Là, dans la partie 8, pour Jojo Lion, c'est vraiment des endroits qui vont être clés pour l'histoire. Par exemple, il y a un complexe hospitalier, il y a la fameuse maison des Gashikata, avec tout le verger qu'ils ont autour, qui est très importante. Il y a, il y a aussi leur boutique de fruits. Et le fait que, c'est le père de famille qui en parlait, que tout autour de la boutique de fruits, il avait un peu aménagé les rues pour créer un espèce de flow, comme il disait, pour que les clients soient attirés par cette boutique. Il y a plein de choses qui sont vraiment liées à l'intrigue, là, pour le coup. Hmm. Donc on explore les lieux de manière bien plus profonde parce que ça a un réel intérêt pour le scénario. Bon, et puis vis-à-vis des lieux, et puis même vis-à-vis voilà, de la lecture du manga, il faut quand même le dire, quand on lit les tomes de Jojo Lion, eh ben, on est quand même à fond dans l'univers bizarre de Mhm. Jojo's Bizarre Adventure. Hein, ça faut aussi, faut quand même le noter, c'est-à-dire que là, on est
à fond dans l'univers d'Araki avec ses bizarreries. Et cette fois-ci, c'est bizarre qui est en fait qui prend place de manière commune aux côtés du reste dans la vie réelle en fait. Et c'est ça qui est peut-être un petit peu aussi différent des parties d'avant. Si vous vous rappelez, on vous avait dit dans la partie 6 qu'il y avait une sorte de tournure de l'univers qui allait vers le bizarre, ou enfin, en tout cas vers quelque chose d'un peu. Voilà, qui partait en cacahuète, où tout semblait aller de plus en plus mal et de plus en plus étrange. Là, ici, il n'y a pas de. Il n'y a pas de condamnation de l'univers ou quoi que ce soit à cet univers bizarre. Non, c'est déjà là, c'est-à-dire le bizarre est un petit peu partout, dans les rues, et pas que dans les stands. Et ça, c'est aussi intéressant. Ou en tout cas, pas que dans les stands et les pouvoirs, machin. On retrouve des bizarres et parfois très subtils sur des descriptions de personnages, sur des gestes. Vas-y, sors-le de ta description de Ouais, personnage. bah oui. Non, mais quand on ouvre un tome de Jojo Lion, on a comme d'habitude, comme dans beaucoup de mangas, les pages de présentation avec les différents personnages. Donc avant le premier chapitre, les différents personnages et la description du pitch de ce qui s'est passé dans les derniers tomes ou dans les derniers chapitres. Et là, on a la description de la famille Gashikata avec chacun son truc, Joshu, et puis Jobin, qui est donc l'aîné, le fameux aîné de la famille Gashikata, où c'est marqué un truc du genre il se croit tous les jours en vacances. Point. C'est juste ça, la description. Et tu te dis à quoi ça sert qu'est-ce que... Et ça, son utilité très, très futile, mais qui est quand même là de quand tu ouvres le manga et que tu lis ça à chaque fois, à chaque début de chapitre ou de tome, et ben ouais d'accord, ça replace le truc dans la tête, ok, Jobin, son caractère, et du coup quand tu vois sa tête qui apparaît, tu entends ce truc résonner en toi, il se croit tous les jours en vacances. Et c'est, je pense, ça a des dimensions assez étranges, quoi. C'est vrai que le côté bizarre, on n'en sort plus. Et, et là où, en fait, dans les premières parties, on avait un bizarre qui était dans l'extrême et qui était dans le fantasque parce que il y avait des mecs qui sortaient de chevaux, enfin c'était un délire. Là, c'est du bizarre réaliste. Hmm. Et donc, on, on a des choses qui nous prennent plus et je pense quand même que ce bizarre marche toujours autant, même s'il a évolué, parce qu'on se pose toujours plein de questions quand on lit Jojo Liu. Ouais, bah c'est notamment dans les combats, dans les nouvelles situations de combat, on va passer un peu vite là-dessus, mais c'est des endroits où normalement ce serait des choses de la vie réelle, on peut imaginer des parties d'échecs, des choses comme ça, mais là on va avoir des combats où les stands en fait s'invitent alors qu'ils n'ont pas forcément leur place, c'est pas des combats de rue, et de toute façon c'est ce sur quoi on va revenir tout à l'heure dans notre deuxième partie de l'analyse, c'est ces stands qui ont de plus en plus des capacités très différentes et très diverses. Mais en tout cas, on sait ici que tout, tout le bizarre est vraiment complètement ancré dans le quotidien de Jojo Lion. Alors voilà, c'est... Vas-y, je te Exactement. laisse... Bah, ouais, on va reprendre notre analyse juste après. Mais là, pour l'instant, on va prendre quelques minutes pour faire un entretien avec une personne assez particulière. Evan, est-ce que tu peux nous en dire plus sur notre interviewé? Eh ben, tout à fait, puisqu'il s'agit de toi, Jérôme. Et tu vas nous parler de quelqu'un en particulier, je crois. Bah exactement, puisque je vais parler de toi. Ah, bon bah... Alors allons-y. Le Morio Show. Morio Show. Bah pour commencer, Jérôme, euh, Mhm. en fait, qui suis-je? À quelle culture j'appartiens? Ok, alors c'est assez stressant de répondre à ce genre de questions, parce que c'est quelque chose d'assez général, mais je pense que j'ai une petite compilation à te faire écouter.
Quel est ce nouveau maléfice? Un démon de l'ancien monde. Peu importe la porte. Ça n'a pas d'importance. Non! Surtout ne mange pas cette part de pizza! Pourquoi? Parce que si tu la manges, Jojo って呼んでくれ。私が彼にあげたものですよ。くらえ！ぶっ壊すかだ！シュート！ Ah, excellent. Est-ce que ça te va comme réponse? Ouais, je crois que c'est plutôt un bon descriptif. Tu t'es tellement appuyé sur des références récentes en plus dans nos échanges et dans nos événements du Morio Show. Exactement, donc je pense qu'on peut bien cerner le Evan, comme ça. Bon, il y a des petits trucs que les gens vont pas forcément prendre ou comprendre, mais au moins c'est l'ambiance qui compte. Ouais, d'accord. Bon, et puis bah, je suppose que ça va avec ma prochaine question, puisque je vais Ouais. te demander en fait qu'est-ce qui me plaît en réalité. Bah, beaucoup de choses. Alors, je vais avoir des réponses qui vont vraiment venir sur le vif, hein, je te l'ai dit juste avant. Mais beaucoup de choses. Alors, moi, si bizarrement, parce qu'on n'en parle pas tellement que ça, hein, mais quand tu quand tu me poses ce genre de questions, à chaque fois, c'est toujours le côté écologie, société qui revient. Alors que on n'en parle pas très souvent. Et pourtant, c'est ça qui fait, qui ressort de toi quand je pense à ce genre de questions. Ouais, bah évidemment, c'est vrai que c'est ce que je me suis dit aussi en préparant ces chroniques-là. C'est qu'est-ce qu'en fait, nous, on a en omniprésence dans notre tête, mais qu'est-ce qu'on transmet à l'autre, quoi. Et Ouais. Et alors, bon, pas que, parce que derrière, après, je me disais que ce qui te plaît aussi, ça va être d'être entouré d'amis, mais des vrais, genre pas des gens juste, c'est des potes, tu vois. hmm. Il y en a qui se satisfont qui se satisfassent, qui se satisfoussent, je ne sais pas. Je ne sais plus quel est mon français, mais en tout cas, euh, voilà, toi, ce qui importe, c'est d'avoir des vraies relations, pas des trucs faux à moitié, là. Et puis, bah, de pouvoir aussi débattre sur des sujets, argumenter pour faire avancer tes raisonnements, tes questionnements. Hmm. Je sais pas, il y a aussi bah, tout ce que nous, après, on échange au quotidien, c'est-à-dire le cinéma, le manga. Et puis en plus général, je dirais que ce qui résume bien, c'est ce que tu peux prioriser, ça va être le cheminement de tes actions et pas le résultat. Mais alors, avant mon amnésie, est-ce que j'avais Mhm. une vie tranquille? Hmm. Alors avant, ça c'est un mot très large, mais je pense que t'as pas vraiment une vie tranquille. En tout cas, depuis qu'on se connaît, parce que depuis l'école, on a fait pas mal de projets ensemble qui nous ont coûté notre temps libre, on va dire ça comme ça. Et donc, depuis qu'on se connaît, t'as pas forcément une vie tranquille. Et je suis désolé pour ça. Quoi? Mais attends, tu veux dire qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Bah alors, je sais pas. Moi, je pense que avant, avant qu'on se connaisse, tu t'es beaucoup instruit avant de l'ouvrir. Je pense qu'il y en a beaucoup qui le font pas forcément, de vraiment poncer des sujets avant de sortir des opinions. Tu t'es engagé aussi mentalement, je dirais, dans pas mal de causes. Et puis, voilà, avant qu'on se connaisse, tu t'es construit, tu t'es bâti un entourage qui t'est positif et qui t'est fiable. Et je pense que voilà, tu essaies de faire bien les choses. Hmm. Mais puisque tu parles de cet entourage, en fait, comment je me comporte avec les autres? C'est quoi mon tempérament? Hmm. Alors,
on va lâcher un mot comme ça, on va dire manipulation, mais c'est pas du tout la bonne définition parce que les gens ne connaissent peut-être pas Hunter x Hunter qu'on sortira peut-être en sujet un jour ou l'autre sur notre Peut-être. radio. J'espère, assurément. Mais en tout cas, moi je dirais que ça dépend des personnes. Et il y a un truc que tu m'avais dit assez tôt, c'est que il y en a t'as un passage quand tu commences des amitiés ou des choses comme ça, t'as un passage où ça va plus, mais ça va plus dans le sens genre il faut passer un espèce de cap, c'est une espèce de test hein, pour voir si ça marche vraiment bien. Euh, et, euh, et en fait, c'est marrant parce qu'il y en a qui ont du mal en premier abord avec toi. Et peut-être parce que t'es assez franc et que bah voilà, t'as tes opinions. Mais les gens restent parce que tu gardes ces valeurs-là et tu changes pas n'importe quoi. Et que, voilà. Et donc, ouais, ça dépend des personnes. Mais en tout cas, dans ton entourage, comment tu réagis avec ton entourage, je pense que tu écoutes beaucoup les autres et tu es très patient, compréhensif. Et c'est ça qui font que les gens restent. Ça va se transformer en chronique élogieuse, ce truc, je sais. Mais alors, t'en as parlé un petit peu, mais t'as pas développé. Pourquoi Mhm. est-ce que je me bats? Exactement. Alors j'ai laissé un truc parce que au tout début j'avais noté se battre pour des cultures. Et alors ça, Hmm. s'il y a bien un truc qui ressort, c'est pas les cultures de pommes de terre, ça va être des cultures identitaires, des cultures je sais pas, des cultures régionales, voilà, des choses comme ça qui te sont très chères et que tu as envie de mettre en avant et que les gens gardent. Et c'est très breton. Et je pense que tu te bats pas mal pour ça. Bon. Mais je sais pas si ça te ressemble tout ça, mais pourquoi est-ce qu'on est amis alors? Eh ben, je sais pas, il y a un syndrome qu'ont beaucoup de gens euh, en termes d'amitié. C'est que il y en a beaucoup qui n'arrivent plus à se souvenir de comment ça commence. Et parce que euh, c'est assez particulier une amitié. C'est pas comme d'autres relations. C'est qu'il y a une espèce de constance, en tout cas dans les amitiés, voilà, les bonnes amitiés, une espèce de constance qui fait que, je sais pas, c'est une relation de confiance ou ce genre de choses. Et donc, il y a un moment où il y a pas de moment vraiment distinct où la relation s'est établie. C'est sur, je sais pas, c'est progressif, on va dire. Et du coup, alors, par rapport à nous deux, bah, ouais, j'ai l'impression que c'est venu comme ça et que, on se pose plus trop la question, mais au fond de nous, on sent que c'est vrai, cette Hmm. amitié. Et c'est ce qui nous amène à discuter ensemble ici ce soir. Et un mardi soir par 2 semaines, et je vais commencer à faire de la pub pour notre propre émission. Mais c'est quoi mon rôle justement dans cette émission Eh ben, tu diriges le fil de l'émission, tu la structures, tu présentes les choses, tu es Oh, dans c'est le beaucoup. général. C'est beaucoup. C'est beaucoup, mais pourtant, c'est ça, t'es là. En fait, c'est ça. Je pense que ce que tu fais dans l'émission, c'est ce que tu fais en vrai. C'est-à-dire que alors, je vais pas dire t'es dans le général parce qu'on dirait que c'est négatif, mais c'est genre, c'est la structure. C'est-à-dire que ça va être. Bah ouais, c'est un truc solide, quoi. Ça n'a plus aucun sens que mes réponses. Mais, euh, mais voilà, sur l'émission, ouais, c'est toi qui tiens le fil. Parce que moi, je suis pas capable de le faire. Bon, eh bien, merci de m'avoir accordé ton temps pour répondre à ces quelques questions. Hein, Merci Jérôme de nous avoir accordé cette interview. Bien de rien. Et on va pouvoir vous laisser avec un petit interlude musical dont on vous parlera juste après.
encore une fois, la fanbase de JoJo ne déçoit pas quand il s'agit d'imaginer et de créer autour des futures adaptations animées, comme nous l'a montré cette musique de Just Damian Again. Donc c'est un thème inventé pour ce nouveau Josuke qui totalise 1,7 million de vues sur YouTube et dans laquelle on peut entendre de nombreuses références à des thèmes officiels de la série. Donc on y entend aussi un certain engouement qui résulte peut-être d'un ressenti de lecture un peu différent d'une autre, un peu plus enthousiaste et plus convaincu de cette partie vite, là où nous restons dubitatifs. Donc nous avons parlé des personnages principaux et de l'univers franchement arakien qui façonne cette partie, ce qui nous permet maintenant d'aborder la question des stands, qui, comme vous le savez, évolue au fil de l'écriture de cette longue série. Oh oui, ils ont pas mal évolué les stands. Aujourd'hui, on a un mème qui circule en parlant de la communauté autour de ces stands de la partie 8. C'est autour des conditions d'activation des stands qui sont de l'ordre vraiment d'une partie d'échec, puisque on a des stands qui aujourd'hui ne s'activent que s'il pleut, mais à moitié avec un croissant de lune à 2 degrés de machin. En tout cas, on a des stands qui sont extrêmement complexes et c'est plus vraiment de l'affrontement de stands en majorité, ça va être des setups de stands de la part des antagonistes et les protagonistes vont devoir se sortir de ces stands qui paraissent du coup invincibles puisqu'ils ont des setups si complexes. Ouais, bah c'est ça. Enfin, déjà, il faut rentrer dans le... Au départ, on a le mystère et la menace, donc il faut rentrer dans le fonctionnement de chaque stand et de capter comment est-ce qu'il fonctionne. Bon, ça, c'est toujours ça, c'est toujours identifier la menace. Mais là, il y a des choses tellement de moins en moins directes et de plus en plus farfelues qu'on a... Voilà, il y a déjà un problème à essayer de comprendre la capacité de tel ou tel stand. Et puis après, voilà, effectivement, faut comprendre comment il fonctionne. Et en général, voilà, les personnages vont au bout d'un moment, essayer de se sortir voilà, de cette condition d'activation, cette condition de menace qui les met en danger. Mais par contre, c'est le fait d'en sortir qui d'un coup devient très compliqué et qui des fois s'étale vraiment beaucoup plus souvent que d'habitude, que les parties précédentes, qui s'étalent sur plusieurs chapitres, parfois vraiment sur de nombreuses pages où ils vont essayer encore et encore de sortir en fait des zones ou des conditions d'activation. Et ensuite, on a aussi une évolution qu'on avait vue d'abord sur la partie 7. C'est le côté des stands qui ne sont plus vraiment mis en avant sur l'affrontement, mais les stands users qui sont mis en avant, puisque on avait déjà dans la partie 7 un personnage qui avait tellement de chance qu'il avait sorti un stand de soi. Et c'était la manifestation de sa capacité. Et on a beaucoup de choses comme ça maintenant dans la partie 8. Et donc, on a un vrai mélange entre le stand et le stand user. Et il donne des capacités à la personne. Et donc, là, c'est vraiment les personnages qui sont au front. Et je trouve ça plus intéressant. C'est deux façons de voir. Mais je trouve ça plus intéressant parce que là, le personnage est sur le devant de la scène et on va avoir plus d'affect pour ce qui se passe du coup. Ouais, on a beaucoup plus une peinture finalement des ennemis que de leur stand où des fois les manieurs de stand étaient vraiment juste la clé à abattre qu'on découvrait à la toute fin du combat. Et justement, c'est ce qui nous permet de parler de ces nouvelles créatures inventées pour la partie 8, les hommes rochers, puisque c'est eux qui constituent la quasi-totalité des ennemis, des antagonistes en tout cas, Josuke et Yasuo, de cette partie. Et justement, c'est parce que c'est une nouvelle forme d'humain alternatif avec des capacités propres que on peut s'intéresser à eux vraiment, à leurs personnages et pas seulement à leur stand. D'ailleurs,
on n'a pas vraiment d'homme rocher gentil. Donc, Il y en a qui sont Jojo un Lion, peu neutres. Jojo Lion raciste. Il y en a qui sont un Cancel peu Jojo neutres, Lion. Ah là là, ça lance des polémiques pour rien. Non, ok, il y en a qui sont neutres, d'accord, j'ai entendu. Mais voilà, hein, moi je dis ça, je dis rien, je vais aller sur Twitter, c'est tout. Non, en vrai, les hommes rochers, c'est vrai que ça fait beaucoup écho à la partie 2 euh, et ses antagonistes. Et je pense qu'il a beaucoup pris de ça, mais là c'est un petit peu différent, c'est plus vraiment genre des espèces de dieux antiques, voilà, c'est des personnes qui sont bien ancrées dans la civilisation actuelle, mais qui restent un peu individualistes, qui restent un peu qui ont des objectifs un petit peu différents des humains. Et donc, ils ont aussi il y a ce truc de 95% des hommes rochers ont un stand. Donc là, on nous dit directement, ok, ça va pas déconner avec eux. Bah, on est encore dans le surhumain un petit peu. Ouais. On est encore dans le surhumain et puis, comme on dit, ils ont déjà des capacités naturelles, donc liées justement à la composition de leur corps. On a cette comparaison entre le carbone qui est présent dans le corps des humains et donc la silice, en fait, le silicium dans le corps des hommes rochers et qui ont des capacités voilà, de se transformer un petit peu, enfin, d'avoir la peau qui devient rocailleuse et tout ça. Et de dormir longtemps sous forme de pierre et dissimuler dans ton jardin jusqu'à temps qu'il s'éveille. Enfin, il y a des choses un peu comme ça et ça crée une nouvelle forme de folklorisme, de mythe ou de légende, peut-être aussi qu'on peut toujours rapprocher aux démons japonais, aux yokai ou les trucs comme ça, des monstres un peu qui sont là et sur lesquels plane une forme de mystère et de mystique. Et du coup, ça fait que d'un point de vue narratif, d'un point de vue écriture, bah, c'est une base d'imagination un peu infinie pour Araki parce que autant sur les concepts de chaque personnage, enfin, sur voilà, leurs capacités, leurs affinités, machin, et autant que sur ces concepts que sur les graphismes, il va s'amuser et voilà, il va vraiment créer une multitude de choses tout aussi hideuses ou charismatiques parfois, hein, les unes que les autres. C'est vrai. D'ailleurs, ces antagonistes, ils nous posent pas mal de questions au niveau de leurs objectifs. C'est pour ça qu'on est un peu dubitatif aussi. Mais ça, on en parlera juste après. Si on veut prendre un peu de recul sur les antagonistes récents là, des deux dernières parties, on voit un peu un petit pattern qui se dessine, puisque dans Steel Ball Run, c'était très politique. C'était vraiment des affaires politiques hein, au niveau des antagonistes et un peu d'argent. Et là, Jojo Lion, c'est clairement l'argent. C'est des lobbies un peu, des lobbies pharmaceutiques. Et donc, voilà, c'est l'argent, tout tourne autour de l'argent. 100 millions d'argent. Ouais, 100 millions d'argent, beaucoup, beaucoup d'argent. Et donc, voilà, on a l'impression qu'il y a un message un peu plus mature parce que bah, il est passé à l'Ultra Jump, au Seinen. C'est plus les mêmes tranches d'âge de lectorat. Donc, il peut se permettre de parler de ce genre de choses. Et pour le coup, là, c'est différent de ce qu'on a déjà vu. C'est plus dominer le monde, mais dominer le monde par l'argent. Finalement, ouais, non mais effectivement. Mais ça fait que autour de ça, on n'a plus les ambitions divines de tel ou tel antagoniste. Donc, à la lecture, tout paraît moins clair. On n'a pas de monologue de méchants, on n'a pas de pensée de méchants. On a certains personnages, on sait quels sont leurs objectifs. Et en fait, on se rend compte que parmi leurs objectifs, tout est un petit peu individualiste. En fait, c'est que ça soit pour sauver des gens ou pour une question de réputation ou de grandeur et d'argent, tout est très individualiste, hein, même chez le personnage principal, même chez Josuke, puisque d'une certaine manière, voilà, il va vouloir utiliser l'une des clés de l'intrigue pour sauver quelqu'un en particulier, une personne.
Mais donc, du coup, ça implique, ça implique toujours ces nuances-là. Et finalement, sur ces choses qui sont pas toujours expliquées, et on va y venir juste après, on se demande aussi s'il n'y a pas une continuité prévue dans la partie 9, dans Jojo Land, et qu'il y aurait une forme, à l'instar du masque de pierre dans la partie 1 et 2, et les choses comme ça, l'arc et la flèche. On se demande s'il n'y aurait pas une forme de partie installation du mystère et qui donnerait suite dans la suite. Dans la suite, dans la suite, exact. Et je pense Super que cool. ça va tourner autour de cette suite, peut-être, autour de ce fruit dont on a évoqué l'existence, ce fruit étrange avec des capacités qui sont convoitées, notamment pour l'argent, parce que ce fruit, autour de ce fruit, il y a un principe d'échange équivalent. Ça va être des personnes blessées, donc je disais dans l'industrie pharmaceutique, ça va être des personnes blessées, voilà, qui ont des maladies, et en le mangeant, on pourrait faire un échange, c'est-à-dire échanger le côté malade ou le côté blessé d'une partie du corps, et la soigner, et en contrepartie, une autre partie de notre corps va devenir un peu rocailleuse. Alors là aussi, il y a peut-être un lien avec les hommes rochers. Même nous qui avons fini cette partie, on n'en est pas sûr. Mais en tout cas, tout tourne autour de ce fruit. Et il y en a qui sont bien décidés à en prendre le monopole. Et notamment, là, ça nous rattache à la famille d'accueil de notre Josuke partie 8, puisque c'est la famille de Higashikata. Oui, parce que c'est famille producteur de fruits de luxe. Et donc, il y a une histoire de trafic. Il y a une histoire de malédiction aussi qui touche justement les aînés de la famille Higashikata. On va pas trop en dire. Hein. On est toujours une partie safe spoil, sans spoil. Mais voilà, en tout cas, on a cette intrigue qui va tourner autour du fruit étrange avec ses capacités d'échange équivalent. Et ça, c'est ce qui va... Voilà, c'est vraiment le scénario qui va se concrétiser dans un objet, en fait, en quelque sorte, dans un élément, là, pour le coup, vraiment matériel. Et tous les personnages courent après, quoi. Mhm. Et plus généralement aussi, on a des thématiques. On avait la fatalité sur la première grande partie de Jojo. Là, on a l'impression, avec maintenant une deuxième partie, qu'on arrive à cerner un petit peu ce qu'il veut dire dans son Jojo moderne. Ça va être une histoire un petit peu de karma, de malédiction, de miracle. C'est un mélange un petit peu de tout ça. Le fait que chaque lumière a sa partie d'ombre, c'est l'échange équivalent. Donc c'est quelque chose comme ça un petit peu. Il parle de flow. C'est des concepts qui sont un petit peu vagues, mais qui se rattachent pas mal à celle de la fatalité, sur le fait que si on a un bon flow, il va nous arriver des bonnes choses. Si on en a un négatif, il va nous arriver que des conneries. Et ça a été introduit dans la partie 6, avec un antagoniste qui maîtrisait le Feng Shui. Et le Feng Shui était rattaché avec le flow et avec la fatalité. Donc on a eu une petite transition, mine de rien. Ça, c'est des petites choses qui sont disséminées dans l'œuvre et qui peuvent vraiment passer inaperçues. Oui, bah voilà, donc pour finir là-dessus, c'est vrai que c'est... tu as dit beaucoup de mots compliqués, mais le Feng Shui. Mais en fait, on a effectivement cette méritance de la part de l'univers, de se dire que si on convoite quelque chose qui peut nous faire accéder à quelque chose, eh bien, c'est en fonction de ce que l'on est profondément qu'on va avoir des conséquences différentes. En tout cas, voilà, j'espère que tous ces petits échanges vous auront peut-être donné envie de voir ou de revoir ou de réfléchir à Jojo Lion avec ses nouveaux apports et ses nouvelles opinions. Le Morio Show. Morio Show.
Bon, et puis on est un peu plus long que d'habitude, mais c'est normal, on a un petit peu commencé en retard et on a beaucoup de choses à dire. Mais restez encore, puisque on va parler. Enfin, cette fois, on va parler de quelqu'un d'autre, Jérôme, je crois. Ouais, alors toi, tu as eu la chance de pouvoir recouvrir la mémoire hein, grâce à ce petit questionnaire. Bah, je pense que ça va être à mon tour, hein, parce Hmm. que je sais toujours pas, là ça fait plus d'une heure qu'on parle, mais je fais un truc, je sais toujours pas qui je suis moi. Donc il serait temps un petit peu de me connaître moi-même. Alors je vais te poser quelques questions. Euh, Déjà, c'est quoi? J'ai pas trop compris en fait. C'est parce que tu as parlé d'introduction à un moment que je donnais mon pseudonyme. C'est quoi? C'est Jérôme quoi? C'est Jérôme FZ. FZ, J-E-R-O-M-E, FZ, en majuscule. D'accord. Et pourquoi? Hmm. Le FZ. Ah, le FZ. Tel le One Piece, c'est l'un des plus grands mystères qui n'a jamais été résolu depuis plus de 20 ans après son apparition. Seul un nombre très restreint de personnes en connaissent les secrets dans le moindre détail, mais de nombreux chercheurs se sont mis en quête de réponses. Autour du FZ sont dissimulés dans notre vie quotidienne de nombreux indices dont la tâche la plus ardue n'est pas de les trouver, mais de les assembler. De nos jours, nous le voyons partout, sur Internet, sur les murs, et jusque sur nos plaques de voiture. Je vais te raconter ce qu'il en est, car le FZ pourrait bien être la clé de ton identité. Pour nous autres, tout a commencé en été 2018. Voilà, donc c'était juste pour vous dire que ça sert à rien de chercher parce qu'il y a. Je comprends pas ce que vous essayez de faire. Il n'y a pas d'énigme ou quoi que ce soit, je sais pas. Essayez de sortir un petit peu, je m'en ai pas, des choses comme ça, comme là. Et voilà, vous prenez pas la tête sur des énigmes, surtout il n'y a rien, je veux dire, des fois je peux être fatigué ou j'en sais rien, je suis sorti d'un tournage, donc voilà, je peux juste donner je peux juste dire des conneries, c'est tout, ça arrive à tout le monde. Je pense qu'il y en a il y en a qui sont un petit peu trop dans le complot, je pense. Donc voilà, juste profitez de la vie et soyez heureux. Ce genre d'enregistrement vidéo poussèrent les chercheurs du monde entier à s'aventurer en forêt. Au départ, il n'y avait que quelques indices dans les posts Facebook, progressivement publiés au cours de l'été. Il fallait trouver 3 clés. 3 clés qui, d'après nos recherches, formaient 3 mots énigmatiques. Smile, Adam, FZ. À travers un système de mots de passe sur un site internet secret, nous découvrions peu à peu de nouvelles énigmes, de nouveaux codes à déchiffrer, mais surtout de nouvelles phrases mystérieuses. Organisation agit en dehors des lois. Made Adam prevent me from telling the truth. The three are the key. Everything is connected. Tout est lié. Par la suite, nous savons que ces 3 clés évoquaient une organisation étrange, un individu menaçant, et ce fameux sigle FZ dont nous sommes encore loin de comprendre la signification. Jusqu'au fond d'un bois, je suis allé récupérer une clé USB, contenant pourtant si peu de réponses. Ok, je sais qu'il y en a qui se posent beaucoup de questions, mais je peux vraiment pas vous répondre. Ça me mettrait beaucoup trop en danger. On a après moi. Le premier message du site parle de moi. Comment je peux le savoir, ça importe peu. Je ne peux pas l'en empêcher. Mais il y a quelque chose de plus grand derrière, d'accord? Ça, c'est pas important. Vous devez le trouver avant eux. Je parle de mon plus grand secret, ce que je vous ai toujours caché. Vous m'avez tous demandé au moins une fois sa signification. Surtout, publiez cette vidéo sur le groupe si vous le trouvez. Il y a 3 clés. Et surtout, trouvez ce que veut dire. Si ce que tu sais être ton plus grand secret n'a pas été révélé depuis plus de 12 ans, et que le FZ gravite autour de toi sans se manifester dans notre quotidien, nous redoutons ce que peut-être toi-même tu redoutais à l'époque, la résurgence de tes démons intérieurs. Et pour nous autres, en quête du secret perdu, il est possible que rien ne s'explique véritablement. C'est très énigmatique, on dirait presque un film en fait, ma vie, c'est ça? Ouais, c'est très étrange. En tout cas, moi, je pousserais les chercheurs et les novices du monde entier à percer ce mystère. J'avais l'air quand même assez inquiet, mais avec tous ces mystères, est-ce qu'on sait vraiment d'où est-ce que je viens? Ah, tu ne t'en rappelles donc plus? Eh Non. ben, tu ne viens pas de Bretagne, en fait, mais en dehors de ses frontières, à l'est.
Mais s'il fallait parler en des termes plus culturels, pour faire écho à la question que je t'ai posée sur moi tout à l'heure, tu es un enfant de la toile qui a grandi avec Internet dans les années 2000 et qui a ensuite pris part à l'aventure des nombreux créateurs libres et autonomes du web. Alors on va un petit peu sortir du mood que j'avais installé à la question précédente, parce que je vais te passer un petit extrait qui devrait te rafraîchir la mémoire. 69. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Dans le 69. avec Antoine Daniel, numéro 69. Voilà pour les questions que vous m'avez posées sur Twitter. J'avance à tâtons. Pour essayer de ne pas me faire trop niquer par ce magnifique petite bite, ce qui est une très bonne nouvelle. Je vous souhaite une bonne fin d'année 2013, bande de plâtre, ce qui est une très bonne nouvelle. Je vous aime très fort, ce qui est une très bonne nouvelle. Et on se retrouve début janvier pour... Comment ça s'appelle déjà ? Pour... Comment ça s'appelle déjà ? Alors ce bref passé de montage vidéo te rappelle-t-il quelque chose ? J'ai l'impression d'être un être cryptique, codé, qui est entouré par de nombreux codes de l'internet. Disons que voilà, c'est la petite la poupe culture qui ressurgit encore aujourd'hui en toile de fond parfois. Et bon, évidemment en parallèle, ton parcours dans l'audiovisuel t'a donné l'occasion de t'essayer à des formats, bien sûr, qui n'ont rien à voir, mais absolument rien à voir, bien entendu. Tristan, le stalker éternel, rêvant de jours passés en sa compagnie. Comme si ça allait arriver. Oh puis merde, j'ai un pouvoir de super-héros, ça pète la classe. Je ne suis plus le même maintenant. Mais peut-être que je n'aurais jamais dû changer. Ouais. Je peux te parler ? Bah ouais, vas-y. Non mais Bah quoi Bon, ça n'a rien à voir, évidemment, avec ce que tu avais fait dans tes YouTube Poop, bien sûr. J'ai quand même l'impression qu'il y a l'humour qui reste, un humour discutable qui reste en ligne de fond. Bah oui, ça c'était ta petite web-série de jeunesse. Et en fait, si on veut parler un petit peu plus généralement de ton bouillon de culture de jeunesse, il protège la planète avec Dragon Ball, il traverse le temps avec Doctor Who, et puis bien sûr il se perd sur YouTube dans la nuit. Entre tes mains, il y a une manette, devant tes yeux Rayman, tu tournes la page d'un tome de One Piece. Toi, grand fidèle du manga papier, surtout pour cette œuvre que tu suis depuis très longtemps. Il a fallu attendre le tome 95 pour que tu fasses des live reactions. Et je me demande bien ce qui t'a demandé, qui est-ce qui t'a demandé de faire ça. Je crois que j'ai oublié d'ailleurs. Enfin, tout ça en référence à une certaine chaîne YouTube d'analyse et de théorie aux plus de 500 000 abonnés, dont les animateurs sont à peine plus âgés que toi. 2 jours, mais putain, mais quoi? Mais c'est dans 2 pages, c'est bon, c'est le raid. 10 seconds later. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Ils sont la veille du raid. Je les call, j'ai dit dans 2 pages, c'est le début du raid. Dans 2 pages, c'est bon, c'est le raid. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Bon, le reste est à découvrir sur une chaîne YouTube dont tout le monde devinera aisément le nom. Donc il y a encore le côté humour. Finalement, je crois que je suis quelqu'un de très drôle, non? Je sais pas, je pense que je peux dire oui. Waouh, la réaction ne me rassure pas du tout. On va dire que je suis quelqu'un de drôle, d'accord? Ouais, on va dire ça.
Ok. Bon alors, ok, tu m'as mis le doute sur ma personnalité, mais d'accord. Quelles sont mes valeurs? Alors là, je t'avoue que s'il fallait décrire un ensemble de grands principes ou d'idéologies qui t'appartiennent, j'aurais un peu de mal parce que c'est pas ce qui ressort le plus quand je pense à toi. Tu as peut-être justement une construction de pensée libre qui s'affranchit en fait de toute influence partisane, contrairement à moi, d'après ce que j'ai compris dans ton interview tout à l'heure. Alors, avec un œil d'artiste, tu ne prends pas parti, tu observes, tu témoignes, tu offres ta vision sans la poser. Mais surtout, je pense que c'est ta volonté d'indépendance qui guide ton geste moral, c'est-à-dire une pensée indépendante, mais aussi tournée vers soi, réfléchir à ce que tu es, à ce que tu vas faire, à comment te hisser dans les hautes sphères de la création. Donc, je crois que ce qui caractérise tes valeurs, en fait, c'est pas de vouloir guider ni influencer d'autres gens directement, de manière directe, mais peut-être avant tout de comprendre et de s'inspirer des parcours les plus passionnants chez certaines personnes et de travailler d'arrache-pied sur soi-même afin de les imiter ou d'atteindre en tout cas son objectif perso. Enfin, en tout cas, c'est une notion de progression personnelle que j'ai le plus retenue. Pour la suite, je pense que tu me réserves encore mieux à l'avenir. Bah, on verra, mais en tout cas, ça me plaît bien cette manière de penser. Je pense que je vais l'adopter, si je me souviens pas en tout cas de plus que ça. Et donc, vas-y, je suis comment, je suis comment au quotidien? Je suis chiant? Oh, ah ouais, non. Non. Je suis trop lourd en fait, c'est ça, c'est l'humour comme tu disais. En fait, je suis lourd en fait, c'est ça? Je dirais que t'as les cheveux rouges. Non, je déconne. Ah, Non, je te vois toujours avec des cheveux rouges, mais bon, t'es quelqu'un de très dynamique et quand t'es inspiré, tu bombardes tes idées avec une certaine conviction. Mais en même temps, en parallèle, tu reçois les avis des gens avec mesure, avec prudence. Et le doute est en toi la première porte que ton interlocuteur doit ouvrir pour te convaincre. Et je me rattrape sur ma plume. Les ambitions, tu les tires vers le haut, dans les projets, dans plein de choses en fait. Et puis, tu restes calme quand il le faut. Donc, c'est assez difficile à décrire quand on est ton ami, je pense, puisque tu es avec un ami bien assez différent, je pense, que avec plein d'autres gens. Justement, il te faut peut-être un stade de confiance et un stade de confort pour pouvoir vraiment montrer qui tu es, contrairement à des gens qui pourraient être très, très, très simplement expressifs tout le temps. Bon, il t'arrive de stresser et de t'inquiéter dans de grandes proportions parfois. Et bon, au moins c'est signe que les choses ne t'indiffèrent pas en fait. Mais tu sais dissimuler le sensible parfois, mais tu ne caches pas l'impassible avec des fioritures, c'est-à-dire que quand quelque chose ne te fait pas réagir, bah voilà, tu tentes pas de faire semblant. Et voilà, tu confies tes expériences passées, mais tu gardes tes secrets, bien sûr, on en a déjà parlé. Et alors, ce qui est un peu notable, c'est que tu t'amuses avec les surprises, avec l'étonnant. Tu cherches, t'es à la chasse aux réactions de tes potes. Et tu voudrais tout prévoir, avoir 10 coups d'avance. On t'imagine mastermind tellement tu en as fait cette réputation. Mais bon, si tu veux plus de détails, on peut aussi observer ce que donnerait un bon équilibre entre la personnalité de Killua et celle de Kurapika dans Hunter x Hunter. D'accord. Mais un bon équilibre. Un équilibre positif. Donc en fait, je suis un personnage protéiforme. Ouais, je crois que c'est totalement ça. Et je suis aussi un fan favorite parce que Killua et Kurapika, c'est quand même assez populaire. Ok. Alors, Tiens, est-ce que j'ai des passions? Est-ce que j'ai des trucs que j'aime genre vraiment plus que tout?
Ou est-ce que je reste protéiforme jusqu'au bout? Bah moi je me demande vraiment, je pense que c'est assez superflu de rappeler que l'une de tes grandes passions, c'est le manga, puisqu'elle fait l'objet de notre présence ici ce soir. Mais, mais en revanche, je pourrais évoquer certains de tes centres d'intérêt qui transparaissent moins dans nos émissions, et c'est peut-être justement pour ça que on est en train de s'interviewer l'un l'autre ce soir. C'est voilà, en tout cas, pour l'instant, c'est peut-être des centres d'intérêt qui sont apparus de manière un peu moins évidente. En tout cas, je crois que, pour parler de passion, je crois que tu pourrais pas vivre sans écrire, mais surtout sans espérer voir ces écritures se concrétiser dans leur forme finale, en court-métrage, en film, mais aussi en manga. Et il existe chez toi, comme tous les créateurs introspectifs dont tu fais partie, un imaginaire doublé d'une expression de soi, d'une intention qui n'attendent que de trouver leurs mots. Donc ça veut dire que je suis un mec lourd et expressif, c'est ça? Un mec lourd et expressif, avec un humour vaseux. Non. Donc je suis un artiste, ok. Ça commence à faire pas mal de petits titres. Faudrait que j'essaie de me souvenir un petit peu de tout ça. Heureusement, nous avons des replays disponibles sur la chaîne. Ça fait sacrément beaucoup d'étiquettes, ouais. Et je suis sûr, je suis sportif, non? Ah, bon. Bah ouais, enfin... Bon, t'as l'esprit et la volonté, quoi, de te hisser au-dessus du filet, comme dans IQ. Ouais, carrément. Mais bon, je dois t'avouer que ton corps a peut-être un peu de mal à suivre la cadence de tes ambitions. Je suis comme Johnny, j'ai plus de jambes. Enfin, j'ai plus de jambes. Ce serait difficile de l'oublier, ça. Mais non, bah bon, voilà, quoi. Après, des fois, tu t'endors quand on a des réunions. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Moi, je m'en souviens pas, en tout cas, donc Ouais, non, mais bien sûr. tu peux pas prouver. Après, voilà, il y a des petits craquages au niveau du dos et de la nuque, quoi. Mais non, sinon tout va bien. Je veux dire, c'est pas comme si, à un moment donné, en plein tournage, t'avais dû rentrer chez toi et te poser dans ton lit parce que c'était terminé, quoi. Mais... Ouais, ce serait Enfin, pas je aussi sais grave plus. que ça, quand même, mon état de Je sais santé. plus exactement comment ça s'est passé, mais en tout cas, c'était quelque chose comme ça, quoi. Voilà, non, enfin, c'était pas quelque chose comme ça, puisque ça Non, n'est du jamais coup, arrivé. oui, voilà, exactement. Donc, oui, bon, oui, donc j'ai l'esprit sportif. Mm. Et je fais quoi dans cette radio? Bah, je me demande toujours, en fait, qu'est-ce que tu fous? Non, c'est assez simple, en fait. T'avais envie de t'exprimer sur les différentes œuvres de l'univers manga et de la japanimation, et notamment sur tout ce qui peut être standard, non conventionnel. En fait, bon, c'est toi, hein. C'est toi qui es à l'origine de ce podcast. C'est Ah ouais? surtout toi, et oui. L'idée, c'était de créer un talk show ensemble pour qu'on puisse échanger en présence d'autres personnes, même inconnues, des auditeurs web, en fait. Donc avoir toutes ces discussions que l'on a entre nous et pouvoir les partager à ceux qui s'y intéressent. Parce que bon, c'est vrai, quoi, on en dit des choses passionnantes, non? Bah ouais, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas sur cette émission, parce que les autres, quoique ça commence à me revenir un petit peu, les précédentes émissions. Ah, Dreamland. Dreamland, ah oui. Bah, au-delà de ça, je pense qu'il se cache en toi un certain désir de voir tes mangas préférés gagner en reconnaissance auprès du public français. Et si c'est déjà le cas, de diffuser des visions et des lectures tantôt alternatives ou tantôt plus profondes de l'œuvre que ce qu'un lecteur développerait aux premiers abords à la lecture. C'est vrai que maintenant que tu dis ça, je pense que je faudrait que je fasse un mémoire de tout ça. Alors tu tiens ton rôle d'animateur, hein, à ta façon. En quête de défi radiophonique, tu es gardien de la cohérence quand mes propositions s'en éloignent. Et tu me repêches en plein direct quand ma concentration se perd dans la technique ou quand je bois un coup, par exemple. Enfin bref, tu possèdes l'introduction et en gros, je gère les transitions. Ok, d'accord. Et en parlant de transition, t'en as pas une à gérer là? Ah, alors en fait,
C'est vrai ça, mais je suis en train de me perdre. Effectivement, j'ai une transition et on peut voir à quel point ma capacité d'adaptation dans cette radio n'est pas du tout au point, car tu viens de complètement passer à côté de mon script. Et non, je le savais, en fait, je suis juste un mec relou, c'est ça. Je suis plus du tout dans le process. Mais en tout cas, je pense que pour conclure en beauté, on peut s'arrêter sur une de tes anciennes créations qui fera peut-être un effet thérapeutique final contre ton amnésie. Vas-y, envoie. Excusez-moi, mademoiselle, il semblerait que vous ayez une mademoiselle dans votre bagage à main. Il semblerait que vous ayez une marchandise suspecte dans votre bagage à main. Ah bon? C'est quoi? Il est formellement interdit d'entrer dans l'appareil avec une marchandise suspecte. Ah bon? Excusez-moi, bagage à main. Suspecte une numéro. C'est très bien qu'on n'a pas le droit. Avec une numéro. Connard! Ils m'ont saoulé. Et toi, tu dis rien. Bah ouais, ils m'ont laissé mon ananas. Voilà, alors ça t'évoque quelque chose tout ça? Mec, j'ai juste retrouvé la mémoire en fait, c'est incroyable. Bah voilà, je savais bien que ça allait avoir je savais bien que ça allait avoir son effet. Allez, c'est au moment de l'ananas. C'est au moment de l'ananas tout est revenu. Bon, on a quelques petites news à vous dire, donc on se retrouve tout de suite pour notre rubrique finale. Le Morio Show. Morio Show. Hop, c'est le bon visuel, voilà. Donc, quelques news pour la fin, hein, Jérôme, dans l'univers manga. Nous en avons fini avec Jojo Lion, enfin. Et on a quelques petits trucs à vous transmettre avant de nous quitter. Mais ouais, mais en fait, mec, je me rappelle de tout. Genre, quand je suis arrivé sur... Ah non, pardon, oui, c'est la rubrique de fin. On avait dit quoi, du coup? Ah, et ben... Alors, on a un spin-off, on a des nouvelles sur le spin-off dont on vous avait parlé sur l'émission précédente. Et oui, je me rappelle maintenant de l'émission précédente. Incroyable. Ce spin-off de Josuke All Horse. Et donc, on est confirmé que c'est Josuke partie 4. Et donc, que ça va être un préquel de Diamond. Voilà, donc on rappelle un spin-off manga. Hein, on n'est pas dans un OAV animé. Hein, oui. Comme certains pourraient l'avoir pensé à un moment, mais que... Voilà, qui n'est pas du tout un animateur de cette émission. Et alors, donc, c'est intéressant puisque c'est une préquelle faite par Kohei Kadono qui a notamment fait le spin-off autour de Fugo et qui s'appelait Purple Haze Feedback et aussi donc qui est fait en collaboration avec Tasuku Karasuma. On a aussi une news One Piece. Puisque depuis maintenant quelques semaines, hein, le temps passe vite, One Piece est licencié en français chez Manga Plus, donc c'est la plateforme de lecture de chapitres en ligne et qui permet du coup aux amateurs de ce mode de lecture de découvrir le chapitre en même temps que le japonais, à peu près en même temps. Je crois que c'est quasiment le même jour ou quelque chose comme ça. Voilà, mes infos sont tout à fait bien vérifiées. Mais en tout cas, ça permet de lire les chapitres à la façon des Japonais, mais sur un ordinateur, et, évidemment. Et pour ceux qui suivent le manga en temps sans retard, on va dire, ça peut être une bonne option plutôt que d'aller chercher les chapitres sur des sites illégaux. Oui, d'ailleurs, il me semble, apporter une petite précision, il me semble bien que c'est seulement sur application mobile et pas sur le web. Ah si, c'est aussi sur ordinateur. D'accord, ok, bon, c'est super. Comme ça, on aura répondu à une FAQ, c'est en même temps. Et puis, il y a aussi un événement spécial One Piece. Oui, et on a déjà réservé nos billets pour avoir un tote bag. Mais ouais, pour le 21 novembre, hein, marquez bien ça, les fans de One Piece, les otaku là, parce que le 21 novembre, dans les cinémas CGR, donc regardez si vous avez des CGR pas assez proches de vous, il y a un événement spécial pour la sortie de l'épisode 1000 de l'animé de One Piece. Ils vont rediffuser ça, donc avec, je crois que c'est le lendemain de la diffusion au Japon. Ils vont diffuser ça au cinéma. Et donc, autour, il y aura aussi une diffusion d'un des films précédents, donc, qui est Strong World, et aussi d'autres bonus, comme ils avaient annoncé un portrait de Luffy. Alors, j'imagine que c'est différentes scènes
où Luffy est de toute importance, un petit montage peut-être, et puis d'autres choses encore qu'il garde assez secret. Et donc nous sommes normalement bien propriétaires d'un tote bag, puisque nous avons été dans les premiers à réserver à minuit 2 ou minuit 3, puisque à minuit pile, eh bien, la réservation n'était pas encore activée sur le site. Quel scandale. Bon, et puis si je te mets ça pour notre dernière petite nouvelle qui a donné son inspiration à cette rubrique, justement. Ouais, alors tout à fait, ça me dit quelque chose, puisque là c'est l'OST de Nishijou. Et totalement au hasard, je suis tombé sur la news que Nishijou retourne en manga après 6 ans de pause. C'est énorme, c'est juste énorme. Ah bah c'est énorme parce que c'est vraiment un style de manga qu'on appréciait en plus. Et je ne sais plus si on avait déjà parlé en émission d'ailleurs, mais si on en avait parlé pour les, pour les Slice of Life dans notre émission numéro 4. Donc n'hésitez pas à aller la revoir pour ne pas louper aussi le coche de ce retour en manga de Nishijou. Ouais, on sent qu'il y a encore un peu d'amnésie chez chacun de nous, mais en tout cas, on va tâcher de bien recouvrir la mémoire pour la prochaine émission. Et oui, et nous allons donc vous laisser ici, vous souhaiter une très bonne soirée. Et Jérôme, mon cher intervieweur et mon cher interviewé, je te souhaite la bonne soirée et à dans 2 semaines. Bonne soirée à toi aussi, bonne soirée à tout le monde. Dans le prochain épisode, collection, toupie, duel, jeux vidéo, animé, le vice-versa des jeux qui inspirent des séries et des séries qui inspirent des jouets. De quoi avoir les étoiles plein les yeux. Que se cache-t-il derrière les passe-temps de nos vieilles cours de récréation? Rendez-vous dans la 12e du Morio Show, le mardi 9 novembre à 20h30. À toi de jouer! Attrapez-les tous, hyper vitesse!